Alors on va reprendre avec cette fois-ci la question du numérique éducatif, puisque jusqu'à présent on a parlé du numérique récréatif, maintenant on va parler d'école. Alors depuis une vingtaine d'années, l'école s'est numérisée. Au niveau de ses supports, au niveau de ses équipements et aussi au niveau de ses pratiques. Au niveau des équipements, toutes les salles maintenant de classe ont un poste fixe, quasiment toutes un vidéoprojecteur. Au niveau individuel, dans beaucoup d'établissements, chaque élève a sa tablette ou son ordinateur. Chaque professeur aussi a un ordinateur ou une tablette. Les supports éducatifs ou liés à l'école, les supports administratifs se sont également numérisés. Les manuels, pour beaucoup d'établissements, et ceux pris en charge par la région, se sont numérisés. Les cours se sont numérisés. Beaucoup de cours maintenant, c'est presque un passage obligatoire, sont en PowerPoint. Les cours sont en ligne, les étudiants, les élèves sont habitués à ce que le cours existe sous cette forme numérique, ce qui fait que la prise de notes ne leur semble plus du tout obligatoire. Les cahiers de texte sont en ligne, on a de plus en plus de mal alors à les convaincre de l'importance d'avoir un cahier de texte papier et d'écrire ses devoirs dessus. Les prises de notes sont numériques. Moi-même, enseignante à la faculté, eh bien, la plupart de mes étudiants aujourd'hui prennent des notes sur leur ordinateur. Les messageries passent par ce qu'on appelle aujourd'hui l'ENT, l'espace numérique de travail, les cahiers de liaison restant finalement assez rares. Les bulletins sont numérisés. Bref. Au niveau des pratiques pédagogiques, de nouvelles pratiques pédagogiques également liées au numérique sont apparues. Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'apprentissage, autrement dit au niveau des pratiques des professeurs et au niveau des pratiques des élèves. Les ressources audio et vidéo ont fait leur entrée en classe. Les élèves font des recherches sur Internet, utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur travail à la maison, hein, ce qui rend de plus en plus compliqué de donner du travail à la maison. Les professeurs utilisent des ressources pédagogiques interactives en classe. Et puis pour une moindre partie, une partie congrue à vrai dire, l'équipement numérique sert également d'adaptation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi qu'à l'enseignement des sciences du numérique. Alors, cette numérisation de l'école, elle entraîne, ou elle passe, disons, par une obligation. Il y a véritablement une obligation, à la fois parce que, administrativement, l'école se numérise, parce que les supports se transforment, mais aussi parce qu'il y a une injonction normative qui est faite aux professeurs de se servir du numérique. Un des critères, moi j'enseigne dans la formation des professeurs des écoles, or un des critères d'évaluation professionnelle, c'est l'utilisation du numérique. Hein, c'est-à-dire que même le professeur de philosophie, eh bien s'il n'utilise pas le numérique, son évaluation professionnelle va en pâtir. Donc quelle que soit la discipline, quel que soit l'intérêt d'utiliser le numérique, on va avoir cette injonction normative de se servir du numérique dans l'enseignement. Cette numérisation de l'école entraîne bien évidemment toutes sortes de transformations pédagogiques, mais pas seulement, et pose la question de savoir si la numérisation de l'école est bénéfique, ou si au contraire, elle fait prendre des risques supplémentaires aux enfants par rapport aux risques que nous avons déjà mis en évidence au sujet du numérique récréatif. Alors, face aux marchands de doute, nous avons invité Arnaud Lévy pour en parler. Il est enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est développeur web. Il a créé une coopérative de développement web appelée Noesia. Il crée des outils numériques libres et coopératifs. C'est d'ailleurs à lui, nous t'en remercions, que nous devons notre site.
Il connaît donc le numérique depuis la problématique de sa fabrication et de son développement dans la société, ce qui est un plus pour quelqu'un qui cherche à en critiquer finalement les applications. Il peut parler et il va parler des intérêts économiques qui sont derrière la numérisation de l'école, comment ne pas en parler. Alors pour terminer, avant de te laisser la parole, Arnaud, l'éducation nationale dit il faut du numérique à l'école, toujours plus de numérique. Tellement plus que la précipitation laisse entendre qu'il y a urgence. Quand on sait les problèmes... C'est ça. Quand on sait les problèmes que pose le numérique récréatif par ailleurs, faut-il vraiment se précipiter? Au nom de quoi? De l'efficacité peut-être? Mais au fait, de quelle efficacité parle-t-on? Merci beaucoup pour l'introduction. La première chose que je voudrais faire, c'est proposer de décaler légèrement le cadre conceptuel, parce que autant j'étais très très content ce matin des valeurs, la colère, je la partage, autant pour moi la question n'est pas posée dans les bons termes. Donc je voudrais ramener d'abord un cadre conceptuel physique qui est proposé par José Alloy, qui est que le numérique est une technologie zombie. C'est-à-dire qu'en fait, on vit sur des stocks de photosynthèse depuis des millions d'années qui constituent un stock de pétrole, un stock de gaz, et on vit sur des stocks de minerais qui sont limités. Quand on aura épuisé ces stocks, on va se retrouver avec des décharges remplies d'objets numériques. Est-ce que le pas de temps, il est en dizaines, en centaines d'années? Ce que José Alloy, qui est physicien, nous dit, c'est que les pénuries de cuivre sont déjà là. On ne sait pas le recycler, ou dans des proportions qui sont si faibles qu'en fait ça n'a aucune efficacité, ou vraiment très très peu, encore l'efficacité. Et on se retrouve avec une question qui n'est pas tant une question d'énergie, ce que porte une organisation comme le Shift Project, qu'une question de matériaux. Donc le premier cadre que je voudrais établir, il est physique. C'est que quand on dit que le numérique, je l'ai entendu tout à l'heure, et de plein de gens de bonne foi, on ne va pas revenir en arrière, ben si. Évidemment qu'on va revenir en arrière, parce que c'est pas un arrière et un avant, ça n'existe pas. Cette idée d'une flèche du temps, avec un progrès de la technique, c'est une arnaque. C'est une doctrine, c'est un dogme qui part des cavernes et qui va dans les étoiles. C'est une mythologie. Barthes aurait certainement commenté cette mythologie si, voilà, il avait été encore là, mais c'est faux. La réalité de ce qui se passe au niveau anthropologique, c'est qu'il y a plein de façons d'habiter la Terre diverses avec des mythologies différentes et un rapport différent à la technique. Ce qui nous ramène à des travaux qui ne sont pas du tout nouveaux, Ellul, Charbonneau, Illich, sur le rapport à la technique. Donc, cette idée que le numérique est une obligation, que there is no alternative, ou que c'est forcément... c'est une arnaque. Donc il faut déjà sortir de ça et revenir à un cadre physique qui est que ce qu'on vit là est une parenthèse. C'est pas du tout pour inciter à l'inaction, c'est pas pour dire que ça va se résoudre tout seul, même si d'une certaine façon c'est vrai. En même temps, on sera peut-être plus en capacité d'habiter la Terre quand ce sera résolu, donc ne voyons pas ça comme une solution du tout. C'est juste pour dire que c'est vraiment une arnaque idéologique. Ensuite, j'avais un deuxième élément qui était super important. Oui, c'est qu'on parle des écrans, des objets écrans en tant qu'objets physiques et des GAFAM. C'est un peu comme si on parlait de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte de mal incarné, et en réalité, ce dont on parle derrière, c'est pas les GAFAM, ni même un objet étendu, économique. Le problème, c'est l'extractivisme. Le problème, c'est le libéralisme économique et l'extractivisme. C'est-à-dire qu'on parle d'abord d'un problème physique, et on lui superpose un problème socio-économique, qui est une façon de voir le monde comme un réservoir dans lequel on vient se servir pour maximiser la richesse individuelle. Le problème est d'abord un problème de système de pensée, de système économique, qui s'appelle l'extractivisme et qui considère que, qu'il s'agisse des mines en République du Congo ou qu'il s'agisse du temps de cerveau disponible, c'est la même chose, on extrait pour s'enrichir. Et donc, avant de venir aux questions d'efficacité du numérique et du terme même efficacité, je vais essayer de rester à peu près dans le temps et dans le sujet,
c'est un sujet, même s'il y a des résistances locales, et je crois aussi beaucoup à ces résistances locales, il va falloir sortir de ce système. On est dans une impasse de civilisation. Il va falloir sortir de cette impasse de civilisation et aller vers une société qui sera certainement plus coopérativiste, qui articulera de l'international, du régional, du national, du local, et qui s'appuiera sur un soin et une préservation du vivant. Il va falloir entrer dans une éthique du soin. Et la question des écrans elle-même, si on la regarde seule, sans cette perspective physique et économique ou anthropologique, bien, il y a un côté déprimant. Et évidemment, ça mettrait en colère, mais il y a un côté déprimant et insuffisant, c'est-à-dire il va falloir passer par un changement de système socio-économique. Ce que José Alloy et Alexandre Monin, avec qui il travaille, qui est philosophe, nomment et qualifient en parlant d'une soutenabilité faible, c'est-à-dire la capacité, en gros, à peu près passer le XXIe siècle, et d'une soutenabilité forte, qui est la capacité à habiter la Terre pendant des millénaires. Donc il s'agit d'utiliser des enjeux de transition pour assurer une soutenabilité faible, les énergies renouvelables, peut-être des dispositifs numériques, bien que j'ai des doutes, de façon à mettre en place des modes de vie qui nous permettent d'assurer une soutenabilité forte. C'est-à-dire de façon à se donner un tout petit peu de temps pour arriver à sortir de nos sentiers et à habiter la Terre différemment. Ça peut vouloir dire revenir à des choses qu'on a déjà faites par le passé dans l'humanité, mais ça peut vouloir dire aussi inventer des nouvelles manières d'habiter la Terre. Donc je voulais juste refixer ce cadre théorique parce que si on ne sort pas de l'idée que l'injonction numérique, c'est un impératif, si on garde ça, on ne peut pas vraiment penser le problème, le penser correctement. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire en cours, c'est apporter une réponse, plutôt une non-réponse, je vous dis tout de suite, c'est décevant, une non-réponse scientifique à la question est-ce que le numérique ça marche pour enseigner et pour apprendre. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche? On arrive au terme d'efficacité. Alors, le terme d'efficacité, moi je le déteste. C'est un terme qui porte une vision utilitariste du monde. En pédagogie, c'est une approche didactique. En gros, on remplit un réservoir et on va mesurer ensuite par les évaluations si le réservoir a été bien rempli et si les choses sont restituées. Moi, je ne suis pas dans cette sensibilité pédagogique, je suis beaucoup plus proche d'Hartmut Rosa, par exemple. C'est-à-dire, pour moi, il est question de transformer les personnes, de former les citoyens et les citoyennes. Donc, il est question de construire un regard, de construire une présence au monde. Donc, ça ne se mesure pas en termes d'efficacité. Donc, le terme d'efficacité lui-même, il est déjà très problématique. Donc toutes ces études qui essaient de mesurer, PISA et d'autres, l'efficacité des élèves, sont dans une vision utilitariste de l'existence et de l'éducation, c'est-à-dire qu'on forme des gens sur une employabilité. Moi, ça ne me convient pas en tant que citoyen. Une fois qu'on a dit que l'efficacité, ce n'était pas une bonne question, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la recherche scientifique nous dit? Alors, déjà, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est compliqué. C'est une dizaine de disciplines scientifiques qui se croisent, et c'est des études au temps long, dans lesquelles corrélation, causalité sont difficiles à distinguer. C'est d'ailleurs un contre-argument classique des fabricants de doute. Ah ben ouais, mais on ne sait pas vraiment, c'est une corrélation. C'est vraiment pas un objet d'étude qui est très simple. Mais ce qui s'en dégage quand même, c'est que c'est très décevant. C'est-à-dire, je vous lis quelques éléments par exemple du Conseil supérieur des programmes en 2022, les évaluations nationales, donc j'ai étudier beaucoup de littérature grise, donc des rapports qui s'appuient sur des études et des méta-analyses, donc parce qu'il y a une quantité d'études, et pour cause, nombre de ces études sont financées par l'industrie. Donc évidemment, il y en a beaucoup, et une bonne partie sont de très faible qualité. En fait, c'est pas réellement de la science, c'est plutôt de la technique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'optimiser des processus techniques, et donc en fait, on utilise des unités de recherche comme une externalisation de la technique d'une entreprise. C'est nul, mais bon, c'est très courant. Les évaluations nationales et internationales semblent confirmer que l'environnement et les pratiques numériques en milieu scolaire ne concourent pas à l'amélioration des résultats des élèves. Ça date de 2022, et c'est un peu tout le temps, c'est même un peu un marronnier scientifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de prouver que ça marche, que ça fait quelque chose de bénéfique, en fait, on n'y arrive pas. Donc, j'ai tenté, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Comment on pourrait aborder ce truc? C'est un objet intellectuel très compliqué. Donc on devrait pouvoir arriver à faire une balance bénéfice-risque. En tout cas, à tenter une balance bénéfice-risque, comme on le fait dans un monde qui est un petit peu plus sérieux que le monde du numérique, qui est le monde de la santé, qui n'est pas parfait pour autant. C'est-à-dire évaluer ce qu'on peut y gagner et ce qu'on peut y perdre. Alors, les conclusions que j'ai trouvées sur cette base de littérature grise,
est très imparfaite. Ce que je vous propose là est un travail c'est un travail scientifique de faible qualité, si même on peut dire que c'est scientifique. C'est plus une espèce de récit, de contre-récit, à base d'éléments scientifiques, mais qui est trop... c'est trop un moteur à 5 pattes pour prétendre à une quelconque qualité scientifique. Il y a des bénéfices pour les bons pédagogues. La technologie peut permettre d'optimiser un enseignement d'excellente qualité, mais elle ne pourra jamais, aussi avancée soit-elle, pallier un enseignement de piètre qualité. Rapport de l'OCDE de 2015. Là, il y a des éléments qui semblent dire que quand quelqu'un sait enseigner, il peut intégrer des dispositifs numériques dans des séquences pédagogiques qui fonctionnent. Autant pour la question de ça dépend quel contenu, ben non, ça dépend quel pédagogue. Donc il faut d'abord savoir enseigner. Il y a des bénéfices pour certains élèves, avec des besoins particuliers, on en a déjà parlé, c'est-à-dire une dimension qui peut être, par exemple, prosthétique. Des objets qui vont permettre de zoomer dans des documents si on a des troubles de la vue, des objets numériques qui vont permettre de répéter pour des gens qui ont un besoin particulier de répétition. Ça, c'est un bénéfice. Et puis, il y a un bénéfice pour certaines situations. Donc, il y a un tableau qui a été proposé par André Tricot, qui est une position souvent difficile à comprendre, assez ambiguë, je trouve, sur les situations dans lesquelles, en moyenne, il y avait un effet mesuré plutôt positif. On trouve des choses comme rechercher de l'information, apprendre à distance. Oui, bah alors c'est sûr que si on compare une visioconférence et un pigeon voyageur, probablement que c'est mieux. Là, le cadre est un peu flou. Regarder une vidéo, une animation. Alors là, on voit la fragilité intellectuelle du truc. Le numérique est quand même meilleur pour regarder une vidéo. Et là, la conclusion d'André Tricot, c'est effet mesuré plutôt limité. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre. Bon. Malheureusement, ou plutôt heureusement, enfin, je sais pas, ça dépend du point de vue, c'est tout ce qu'on trouve comme effet mesuré plutôt bénéfique sur le numérique pour enseigner et pour apprendre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve dans les risques? Alors là, on trouve des risques pour la qualité pédagogique. Des études confirment, encore le CSP, le Conseil supérieur des programmes, en 2022, des études confirment que la courbe de l'augmentation du temps d'utilisation suit celle de la baisse des résultats scolaires. Alors une fois de plus, le contre-argument, oui, mais est-ce que c'est la cause, la conséquence, etc. Mais on s'en fout. La question, c'est pas ça. C'est aux gens qui amènent un nouveau médicament de prouver qu'il n'est pas dangereux. Ben, c'est pareil avec les écrans ou avec le numérique, avec n'importe quelle technologie. C'est aux gens qui amènent un nouveau système de prouver que ce système ne va pas nuire. C'est assez basique, un principe de précaution. Quoi. Donc pour la qualité pédagogique, c'est pas bon. Et le même André Tricot, dans le bas de son tableau, en gris sur gris, il a fait tout ce qu'il a fait pour qu'on puisse pas le lire. Mais on peut quand même le lire. Pas d'effet à tester actuellement sur apprendre à programmer. Alors, je crois qu'il y a des gens qui font du code en bois. Ben, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, bah oui, là, pour le coup, ce sera la seule start-up qui sera épargnée dans mon discours aujourd'hui. Eh ben oui, en fait, on peut apprendre à programmer, c'est une histoire de linguistique, de logique, de philosophie, mais c'est pas du tout une histoire de bidules qui font des bip-bip, en fait, il n'y a pas besoin. Faire émerger des idées et développer sa créativité, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire juste, ça ne fait rien. En tout cas, la science, ça ne veut pas dire que ça ne fait jamais rien, j'essaie d'être un peu précis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet attesté par des études scientifiques sur l'impact positif ou négatif du numérique sur l'émergence d'idées ou le développement de créativité. Pardon pour la phrase hyper longue. Et sur la motivation. Là, il y a un truc qu'il faut débunker tout de suite. Le numérique ne permet pas de motiver les élèves. C'est juste la nouveauté. On amène un bidule dans la classe, il est nouveau, on a un gain d'intérêt. Et puis ça disparaît. Mais vous pourriez amener une girafe dans la classe, ça serait le même effet. Plus haut de plafond. Oui, il y aurait un problème de plafond. Pas ici en tout cas. Et alors, ouais, ici ça va, il y a des girafes. C'est la porte. Et ce qui m'a voilà, vraiment affolé, c'est l'effet mesuré plutôt négatif. On parle d'un tableau de 2020. Donc on est quand même sur un truc, c'est connu quoi. Lire et comprendre un texte. C'est-à-dire que ça fait depuis 2020 que André Tricot, qui n'est pas vraiment un technocritique, quoi, il y a un effet mesuré plutôt négatif sur la lecture et la compréhension d'un texte. Bon alors ça, moi, ça m'a vraiment scandalisé. En fait, on sait, effectivement, il n'y a pas de discussion scientifique sur ce sujet, c'est de la pure fabrique de doute. Sur le fait de prendre des notes, effet mesuré plutôt négatif, mais encore une fois, la question du rapport au corps qui a été très bien évoquée avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres de purs esprits. Donc le fait de faire quelque chose dans son corps, on le sait quand on joue d'un instrument de musique, la proprioception, faire rentrer quelque chose dans son corps, c'est aussi s'étendre en fait.
Et donc le prendre des notes en tapant, ben, ça ne fait pas le même effet. Poser des questions, demander de l'aide, l'effet mesuré du numérique est plutôt négatif. Découvrir des concepts abstraits, alors ça aussi ça fait très très mal. Quand on sait depuis 2020 que la science prouve l'effet mesuré plutôt négatif du numérique, des dispositifs numériques sur la découverte de concepts abstraits, on se dit peut-être immédiatement, bah, arrêtons les dégâts, quoi. Et puis le dernier point du tableau d'André Tricot, coopérer. Le numérique endommage la coopération, et c'est attesté scientifiquement. Bon, donc pédagogiquement, c'est un échec. Ça n'a pas de bons effets. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun dispositif numérique ne peut être utilisé de manière positive dans une séquence pédagogique. Il faut être assez précis là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit que dans les grandes masses, ça donne des effets négatifs qu'un effet isolé ne peut pas être positif. Mais on ne peut pas se saisir d'un effet positif isolé pour généraliser. C'est malhonnête. L'autre constat, je cite l'OCDE encore, le rapport de 2015, peut-être le plus décevant de ce rapport, cette phrase est intéressante parce qu'elle met à jour l'idéologie des gens qui l'écrivent. Les nouvelles technologies ne sont pas d'un grand secours pour combler les écarts de compétences entre élèves favorisés et défavorisés. Là, on a d'autres éléments de différentes enquêtes, différentes sources. En fait, sans surprise, Tricot et Chenet 2020, sans surprise et dans tous les pays ayant participé à l'enquête, les élèves avantagés socio-économiquement obtiennent de bien meilleurs scores que les élèves désavantagés. Bon, en même temps, ça s'appelle l'effet Mathieu, c'est documenté depuis bien longtemps, ceux qui ont auront encore plus, et ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ceux qui ne sont. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, voilà, les idées que la fracture numérique va être... en luttant contre la fracture numérique, on lutte contre les inégalités, parce que pas du tout, ça ne se vérifie pas scientifiquement. Et la dernière chose, mais qui a été déjà très documentée ce matin, et merci encore, c'est les effets négatifs pour la santé et le bien-être. Alors là, il y a différents sujets, mais je vais juste les reciter par souci de rigueur, sur le sommeil, sur l'activité physique, sur le bien-être social, et voilà, on sait déjà à peu près où on en est, et les épisodes de confinement ont à la fois accentué l'utilisation du numérique et la solitude générée par le numérique, et accentué l'injonction à numériser dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur et la recherche. Est-ce que j'ai respecté le temps? Parfait. Je ne sais pas si ça laisse du temps pour des questions ou d'autres sujets, ou si juste on rattrape un peu de retard, je te laisse faire. Merci, bien sûr, on va passer aux questions. Alors, sur oui, je suis Christophe, je suis professeur en lycée et je suis dans le collectif Éducation numérique raisonnée. Sur le bénéfice limité, sur le fait de regarder les vidéos par la technologie, j'ai peut-être une explication, c'est que souvent la technique elle marche pas. Souvent la vidéo elle marche pas, le wifi il marche pas, l'ordinateur il marche pas. Est-ce que c'est peut-être un problème en plus que, indépendamment de ce que ça marche au niveau pédagogique, parfois ça ne marche pas au niveau mécanique? C'est vrai. Je n'ai pas la réponse parce que je ne sais pas toute la chaîne intellectuelle que André Tricot a suivie pour construire ce tableau, donc je ne sais pas. En revanche, il y a un autre élément que je n'ai pas cité, c'est que le numérique accentue les difficultés des enseignants en difficulté. C'est-à-dire que quand on galère pédagogiquement, quand on galère à tenir sa classe, eh ben le numérique vient ajouter des problèmes. Donc ça met en difficulté à la fois du côté des élèves et du côté des enseignants, les personnes qui sont déjà le plus en difficulté. Je peux peut-être préciser, même si ce n'est pas dans le rapport bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque, en revanche, il y a un effet qui est attesté scientifiquement, qui s'appelle l'effet maître. On pourrait dire l'effet maître ou maîtresse, pour être un petit peu plus inclusif. La qualité d'un enseignant ou d'une enseignante, quel que soit le niveau, peut compenser quasi complètement les déterminismes socio-économiques. Dit de manière un petit peu moins lourde, un bon enseignant peut changer une vie, peut permettre à une personne, dans un contexte socio-économique difficile pour différentes raisons, peut permettre à une personne
d'accéder à une vie qui lui convient mieux, à une culture, à une compréhension du monde, à une confiance en soi. C'est un enseignant qui enseigne avec sincérité, passion et avec des compétences pédagogiques. Un enseignant peut changer des vies. Et le numérique ne le peut pas. Donc, ma conclusion par rapport à ça, c'était qu'il faut investir sur la formation pédagogique. Il faut former à la pédagogie. Et la pédagogie, c'est vaste. Il y a du boulot. Et aujourd'hui, c'est assez sous-exploité dans la formation des enseignants et enseignantes. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu loin du commentaire, mais... Merci Arnaud pour ton exposé et merci d'avoir rappelé les sous-bassements matériels écologiques du problème parce que c'est l'argument massue, c'est-à-dire que le système n'est pas soutenable, donc déjà il ne peut pas être étendu et développé à l'infini. J'avais deux questions. Tu as rappelé la complexité d'avoir un état des lieux scientifique sur ce sujet complexe. Effectivement, je crois qu'il y a 350 études scientifiques par an qui paraissent sur les effets sanitaires, sociaux, écologiques. Des écrans, sur cette production scientifique, est-ce que tu as un aperçu, je ne sais pas, des études qui seraient financées par l'industrie, de celles qui seraient menées par une recherche dite indépendante ou publique? Parce que c'est aussi une stratégie du doute. C'est-à-dire on noie, comme Stéphane Foucard, journaliste du Monde, l'a bien renseigné sur d'autres sujets, les industriels produisent de la science. Intéressés, situés évidemment, et qui relativisent des facteurs de risque importants, comme dans le déclin des abeilles par exemple, on insiste beaucoup sur les frelons asiatiques et pas les pesticides, etc. Donc sur la production littéraire scientifique, est-ce qu'on voit à peu près qui produit quoi? J'ai pas d'infos, j'ai pas de chiffres. Et d'ailleurs, je pense que là, il y a une lacune sur l'intégrité, sur la déontologie scientifique et l'intégrité. Les universités sont incapables de gérer ça. Il y a déjà, les universités fonctionnent, pour mon observation, beaucoup comme les mafias. C'est l'omerta tout le temps. C'est la seule règle qui fonctionne à l'université, le silence. Et donc elles ne sont pas en capacité de s'autoréguler. J'ai jamais vu un conseil de discipline, quelqu'un sanctionné pour des faits même graves. Alors pour des faits de manquement déontologique, alors là, c'est de la science-fiction, quoi. Et donc mesurer avec rigueur qui finance quoi, à ma connaissance, ça n'est pas fait en France, je ne sais pas dans les autres pays. Et ça pose un autre problème qui revient à la question de l'encastrement économique, qui est que dans beaucoup de cas, ce n'est pas de la science, c'est juste du financement de la R&D. Et le fait de demander aux universités, plutôt que de leur allouer des budgets qu'elles affectent pour la recherche, de trouver des partenariats socio-économiques, mais ça c'est une catastrophe. Les appels à projets, le fait de faire cette injonction d'obliger la recherche à avoir une finalité économique, c'est à l'envers même de l'idée de science. Et donc ça rend extrêmement difficile la mesure de ce qui est indépendant et de ce qui ne l'est pas, puisque aujourd'hui il y a très peu de recherche indépendante si on compte sans rapport avec le tissu indépendant comme sans rapport avec le tissu économique. Donc c'est un sujet très difficile et dont je n'ai pas malheureusement de chiffres ou de sources d'infos. Et normalement dans les publications scientifiques et même dans les prises de position des experts publiquement, ils doivent décliner leurs conflits ou leurs liens. Les conflits d'intérêt, ouais. Et c'est pas toujours fait, effectivement. Ouais, c'est très très rarement. La deuxième question, c'était sur, on a parlé des GAFAM, on parle des enfants, on parle, voilà. Il y a un autre acteur qui sont les EdTech, je pense que tu as travaillé un peu là-dessus. Est-ce que tu peux simplement nous dire qui sont-ils, leur stratégie, notamment commerciale et d'influence sur le pouvoir politique? Je peux en dire un mot sur les EdTech, c'est la même catastrophe que les GAFA. C'est pas du tout mieux. C'est juste différent dans le fonctionnement. C'est-à-dire que les GAFAM sont des institutions. Ce sont devenus des objets plus proches de l'administration, d'une administration technocratique, c'est-à-dire centrée sur la technique, une sorte de pouvoir de la technique, avec une dimension interne bureaucratique extrêmement forte. Les startups sont le produit du croisement d'une mythologie de l'innovation et d'une mythologie du libéralisme. C'est-à-dire, c'est ce que Marc Andreessen, dans le manifeste techno-optimiste, appelle la machine, je crois, la machine techno-capitaliste. C'est-à-dire une position libertarienne, liberté totale des individus, pas de régulation, pas de loi, pas d'impôt, mélangée avec une foi en l'innovation technique. Donc les startups sont un objet économique nul, c'est minable. C'est-à-dire que les startups sont, dans la plupart des cas, échouent.
c'est-à-dire que l'argent qui est mis dedans est en pure perte, et dans les autres cas, sont rachetés. Et comme on n'a pas en France de culture du rachat, par exemple dans le CAC 40, elles sont systématiquement rachetées, ou quasiment systématiquement rachetées par les États-Unis. C'est-à-dire que le fait de financer l'idée d'Emmanuel Macron de la Startup Nation, c'est une bêtise infinie. C'est-à-dire que on finance avec de l'argent public les échecs et de toutes ces startups. Il y a des chiffres qui circulent entre 60 et 90% d'échecs. C'est assez dur d'avoir des chiffres de qualité, mais une grande majorité d'échecs. Et ceux qui réussissent, là il y a un certain nombre d'exemples, les fameuses licornes. En fait, une startup, dans la plupart des cas, cherche la sortie. C'est-à-dire le fait de revendre ou d'entrer dans un marché public. La sortie n'est jamais ou quasiment jamais sur un marché français. C'est-à-dire qu'elles vont se délocaliser en Californie et être rachetées par des acteurs qui, dans la plupart des cas, sont américains, quelquefois sont chinois. Donc en fait, les EdTech, c'est pour moi une maladaptation économique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter complètement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer des choses sur la manière d'enseigner ou sur la manière de faire. Bien sûr, on a le droit aux essais, c'est pas ça que je critique. C'est l'idée qu'on va transformer de l'argent en innovation. Mais en fait, l'efficience, elle est très très faible. Il y a beaucoup trop d'échecs. Et même quand ça réussit, ça rate. Donc, il faut sortir des deux problèmes. C'est-à-dire que l'idée qu'on va, que vous avez peut-être entendu, qu'on va résoudre le problème des GAFAM en ayant des licornes européennes, elle est assez, à mon avis, idiote stratégiquement. Déjà, il n'y a pas forcément le tissu économique européen pour pouvoir faire émerger ces acteurs-là. En tout cas, ça ne se prouve pas jusqu'à maintenant. Et ce qui se produit plutôt, c'est que tout cet argent est dépensé pour rien. À la fin, ça bénéficie aux acteurs privés qui sont derrière, aux investisseurs, venture capitalistes, et ça bénéficie aux acteurs américains qui rachètent les quelques succès. On est dans, je fais une parenthèse, avec Doctolib, on est en France dans une situation qui n'est pas bonne du tout là-dessus. Doctolib est souvent montré comme une réussite. Doctolib, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que évidemment, c'est un bon service numérique, c'est très très bien, mais en fait, on a externalisé nos données de santé à un acteur privé qui n'a pas de contraintes d'intérêt général. C'est-à-dire que le jour où Doctolib, qui ne coûte pas très cher à l'échelle des investissements dans le monde de la tech, le jour où quelqu'un décide d'acheter Doctolib, on n'est pas du tout bien. Je vous laisse imaginer les croisements possibles entre les données de Doctolib et les données d'un assureur, par exemple. Donc, quand on parle de souveraineté, c'est de ce genre de choses dont il faudrait parler. C'est-à-dire que l'idée que des entreprises privées libres, ça aussi, il faut arrêter. Les entreprises ne doivent pas être libres. L'idée que des entreprises privées peuvent gérer des problèmes économiques, des problèmes techniques et techno-économiques, aboutit très souvent à des situations de risque extrêmement forts. Pardon, c'était un peu belle. On va peut-être s'arrêter, hein, parce qu'on a encore un programme important.